Corentin Dessal, qui est le directeur scientifique du Centre Jean Gol. Le Centre Jean Gol, c'est le centre d'études lié au mouvement réformateur. Bonjour Corentin Dessal, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'inviter. L'affaire Hawash, est-ce que c'est une affaire qui n'est pas de nature à un petit peu abîmer l'image de la politique, d'une manière générale ? Ça dépend évidemment de l'utilisation qu'on en fait et évidemment les gesticulations qui peuvent entourer ça. Mais à la base, je crois que c'est un débat qui est fondamental. Je regrette effectivement qu'il n'a pas encore été réellement mené sur le fond. Enfin, il l'a été dans d'autres enceintes, mais qu'il n'ait pas encore été réellement mené sur le plan vraiment politique. Et c'est vrai qu'effectivement, on peut regretter le fait qu'on se soit beaucoup plus cantonné à des questions de personnes, de savoir qu'est-ce qui s'était passé, dans quel timing et comment ça s'était passé, voir les intentions, etc. Alors que moi, à la base, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est effectivement de faire en sorte que le principe de neutralité soit respecté. Et pour moi, c'est effectivement quelque chose d'important, mais c'est pas simplement pour moi, c'est effectivement pour toute la formation que je représentais et que je représente toujours à ce CA de l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes. Alors on va parler des deux aspects, à la fois de la manière dont les faits sont déroulés et on essaiera de parler du fond aussi un petit peu. Donc d'abord pour expliquer, vous êtes le directeur scientifique du Centre Jean Gol, vous êtes aussi administrateur donc dans ce centre pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est un petit peu par vous, entre guillemets, que la polémique a rebondi, puisque on vous a reproché d'avoir demandé à Ihsan Hawash de retirer son voile, et ça a choqué beaucoup de monde. Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont passées, ou est-ce que vous avez une autre lecture ? C'est-à-dire qu'ici, il y a eu une description des événements qui s'est faite de façon un peu théâtrale, alors qu'en fait les choses se sont passées assez simplement et assez respectueusement, je dois le dire. En fait, ce que moi je lui ai dit concrètement, c'est que elle portait effectivement un signe convictionnel et que, en tant que représentant du gouvernement, je lui ai demandé de s'abstenir effectivement ultérieurement, donc lors du prochain CA, de porter ce signe convictionnel. Et si elle ne voulait pas s'abstenir de le porter, ce qui était évidemment tout à fait son droit, et je lui ai bien dit ça, qu'alors qu'elle s'abstienne de venir au conseil d'administration. Et alors, c'était relativement courtois puisqu'elle m'a répondu en disant je vous remercie monsieur Dessal, mais vous n'avez pas à me dire ce que je dois porter. Et suite à ça, effectivement, il y a ma collègue du MR, effectivement, qui est aussi une représentante du MR au CA, qui a dit oui, je pense que ça nous concerne quand même tous puisqu'il s'agit ici du principe de neutralité. Et donc ici, il n'y a pas vraiment, on peut toujours utiliser tous les termes qu'on veut, mais il n'y a pas ici d'agression en tant que telle. Il y a simplement le fait que moi, j'ai signalé, j'ai rappelé cette personne au devoir de sa charge. Je ne me suis pas adressé à elle parce qu'elle portait un voile islamique. Si c'était quelqu'un ou un homme qui avait porté un turban, ou une kippa ou une croix, j'aurais dit exactement la même chose. Je ne me suis pas adressé à elle parce qu'elle était musulmane, mais c'était parce qu'elle violait ce principe de neutralité. Si c'était une femme qui avait porté un t-shirt où il était marqué en grand « Vive le MR », j'aurais dit exactement la même chose. Je lui ai dit, écoutez, vous n'avez pas affiché vos préférences ici. Est-ce que vous comprenez malgré tout que ça peut être vécu de manière très violente quand on vous demande de renoncer à quelque chose qui fait partie de votre identité ? Mais je conçois ça tout à fait. Et bon, moi, je ne connais pas Ihsan Hawash. Je l'ai discuté 2-3 fois avec elle. J'ai l'impression que c'est une femme assez intelligente, une femme souriante, enthousiaste, etc. Un CV en béton, a dit le Premier ministre. Oui, ça aussi, et à mon avis, très compétente. Mais ici, je conçois qu'elle puisse être affectée, mais en même temps, je trouve ça, entre guillemets, un peu facile, puisqu'elle brave un interdit, elle brave une norme sociale. L'interdit, ça c'est votre interprétation. L'ensemble du gouvernement a quand même validé sa nomination, à l'exception de la réserve du mouvement réformateur. Donc le mouvement réformateur estime qu'effectivement un commissaire de gouvernement ne peut pas afficher de signe distinctif. Les autres formations politiques ne sont pas du même avis. Ça c'est un premier point. Et le deuxième point, vous êtes un administrateur, elle est la commissaire du gouvernement, théoriquement, elle est indépendante et c'est pas l'administrateur ou le conseil d'administration qui décide qui est le commissaire de gouvernement et à quelles règles il doit réagir. Mais de toute façon, moi, je n'en avais d'ailleurs jamais eu le titre, mais je n'ai jamais contesté sa nomination. Je lui ai juste dit, et je fais bien la distinction, de respecter le principe de neutralité. Donc, en fait, la nomination, je ne l'ai pas remise en cause, évidemment, et de toute façon, je n'avais pas à le faire. Ouais. Mais donc là, je me suis dit... Vous ne l'avez pas remise en cause, mais vous l'avez dit, ne venez plus avec votre foulard, sinon vous ne pouvez pas siéger. C'est un peu la même chose, non ? C'est en tout cas l'expression, effectivement, de mon mouvement. En soi, c'est pas moi qui ai un pouvoir de contrainte en tant que tel. En tout cas, c'était une forme d'acte de protestation, et il fallait le comprendre de cette façon-là, quoi.
quoi. Elle aurait pu continuer à être commissaire du gouvernement avec le foulard, vous auriez assisté aux réunions ? Je pense qu'à ce moment-là, j'aurais démissionné, ou peut-être qu'on aurait pratiqué la politique de la chaise vide, je ne sais pas. On peut écrire ce que l'histoire aurait été, mais c'est pas comme ça qu'elle s'est déroulée. Ouais, je voudrais qu'on parle du fond. Pourquoi est-ce que porter le foulard, ça disqualifie une personne dans notamment la surveillance de l'égalité entre les hommes et les femmes ? Mais ici, il faut bien préciser que nous, on n'a rien contre le port du foulard en tant que tel. C'est-à-dire, et même le fait que des hommes et des femmes, enfin ici en l'occurrence des femmes, mais donc que des hommes et des femmes puissent porter des signes convictionnels au travail, si les employeurs sont d'accord. Mais en ce qui concerne effectivement, on arrive vraiment ici au fond de la question, ce qui est le plus fondamental, en ce qui concerne évidemment les emplois publics, là effectivement, selon nous, et on l'a dit et redit, l'État doit être neutre. Et pourquoi ? Mais parce qu'effectivement, pour nous, c'est un gage, c'est une garantie de cohésion, de la paix sociale et du vivre ensemble. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on vit dans une ville et dans un pays qui est assez extraordinaire, puisqu'on a 180 nationalités qui coexistent ici. On a une dizaine de familles politiques, on a 6 cultes reconnus, on a effectivement une diversité inouïe. Le libéral que je suis ne peut que se réjouir effectivement de cet apport de manière générale. Et en plus, ça fonctionne, ça coexiste. Alors, parfois il y a des frictions, parfois il y a des heurts, c'est pas parfait, mais en gros ça fonctionne. Et en fait, c'est quelque chose qui est un acquis, qui ne vient pas de rien. C'est quelque chose qui résulte effectivement d'un long processus historique, qui fait qu'au tout début, vous aviez effectivement des sociétés très homogènes. Et lorsque vous avez eu des premières fois, comme c'était par exemple les protestants qui sont arrivés, vous avez eu des guerres de religion qui ont été très sanglantes. Il faut penser par exemple à la Saint-Barthélemy. Vous aviez les Juifs qui étaient effectivement malheureusement toujours persécutés. Mais au fur et à mesure, se sont mis en place des dispositifs qui permettent effectivement de gérer la protection des minorités. Ce qui n'existe pas d'ailleurs encore dans un certain nombre de pays, en fait, où des minorités religieuses sont persécutées. Et là, effectivement, comment est-ce que tout cet édifice social repose ? Il repose sur toute une série de principes importants qu'on est en train de remettre en cause. Le principe de la séparation. Vous savez ce qu'on va vous répondre, Corentin de Sales, c'est que c'est un petit peu à géométrie variable et que, par exemple, on ne vous entend pas protester contre le Te-Deum, qu'on ne vous entend pas protester quand on voit une ministre, par exemple, de la Défense apparaître à la télévision avec une petite croix, et ça, ce sont des phénomènes qui sont vécus comme une stigmatisation ou une injustice, notamment par les musulmans de Bruxelles. Oui, je crois qu'effectivement, il faut être cohérent, mais ici, en fait, le principe de neutralité était attaqué concrètement parce que c'était la première fois qu'une personne, évidemment, affichait un signe convictionnel au niveau de l'impartialité. Oui. Mais alors, ici, c'est une question très importante. Il faut bien comprendre notre position ici. Nous, entre guillemets, on est demandeurs de rien. On est défenseurs, effectivement, d'un modèle qui n'est ni le modèle anglo-saxon, qui est beaucoup plus communautariste, ni le modèle français. On est défenseurs du modèle belge. Et le modèle belge, nous, en tant que libéraux, on s'est battus, effectivement, depuis la fondation de l'État belge, par rapport à un autre pouvoir qui était le pouvoir du parti catholique. Et on est arrivé à une forme de compromis qui n'est pas parfait, on n'est pas un État laïque, on est un État semi-laïque, mais qui coexiste et qui est pacifique. Oui. Et donc, à ce titre-là, des cérémonies comme le Te-Deum, qui par ailleurs sont des cérémonies désacralisées auxquelles tous les membres du culte, de tous les cultes reconnus sont invités, qui se terminent par la Brabançonne, qui a en tout cas été désofficialisé en 2001. À ce moment-là, effectivement, ce sont des reliquats. Alors, on pourrait se dire, oui, il faut poursuivre à fond, mais en fait, c'est pas nous les radicaux, c'est pas nous qui demandons qu'on remette en place en cause le système. Nous, on résiste et on veut préserver ce système parce qu'il garantit la paix sociale. Mais donc, si je vous comprends bien, une femme qui porte le foulard ou un homme qui aurait des signes distinctifs peuvent pas travailler ni dans une fonction où ils représentent l'État et le gouvernement, ni dans la fonction publique. On est bien d'accord ? C'est votre position ? C'est ça, mais c'est la situation qui existe actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas eu autour d'Issanawash un peu d'instrumentalisation ? Parce qu'il y a quand même eu une première réunion au mois de mai où ça n'a pas fait de vague, où vous n'avez pas protesté, c'était une réunion à distance, c'est vrai, mais ça n'a pas fait débat. La deuxième était à distance aussi. Et il y a eu, visiblement, c'est rapporté dans la presse ce matin, une sorte de mission d'apaisement menée par le cabinet d'Egmer de la Carte, où on avait convenu que les choses s'étaient calmées. Puis vous avez malgré tout fait cette déclaration au conseil d'administration, vous avez envoyé un mail. Est-ce que vous n'avez pas instrumentalisé un petit peu le débat ? Non, pas du tout. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. Puisqu'effectivement, moi, la première réunion, c'était, je crois, le 26 mai. J'ai vu Issanawash, en fait. Elle était effectivement... Mais à ce moment-là, elle n'était pas, en tout cas, présentée comme étant la commissaire du gouvernement. On s'est tous présentés au début, le membre du conseil d'administration, elle pas. Et c'est dans la presse, le 3 juin, que j'ai découvert... Et à ce moment-là, moi, j'avais aucun problème avec ça, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit, le fait de porter un voile n'est pas un problème quand on n'exerce pas une fonction d'autorité. Je croyais qu'elle était une observatrice, effectivement, de ça. Et à ce moment-là,
moi-même, je ne suis pas neutre, puisque je défends évidemment toutes des opinions, des convictions. Elle avait tout à fait le droit de porter le voile si elle n'exerçait pas ce rôle. Donc, encore une fois, on n'a aucun problème avec ça. Et par rapport à votre deuxième question, ici, il y a eu une mission d'apaisement. Enfin, il y a eu une réunion qui a été faite la semaine passée, qui précédait le conseil d'administration. Et à cette réunion, effectivement, moi, j'ai expliqué mon point de vue, Issa Nawash aussi, et je n'ai pris personne en traître. J'ai dit, écoutez, nous, on a été quand même un peu traînés dans la boue, on nous a considérés comme des sexistes, des racistes, etc. On est quand même inquiet par rapport aux prises de position sur la démocratie, enfin le principe de séparation de l'Église et de l'État. Elle s'était expliquée entre-temps. Oui, mais nous, on était inquiets. Non, c'était avant. C'était juste la veille Enfin, c'était le jour qui précédait... Enfin, les quelques heures qui précédaient Non, c'était la veille, pardon, de l'audition. Et donc, moi, j'ai dit, écoutez, nous, on va envoyer au nom du conseil d'administration, parce qu'on n'a pas envie de polluer le conseil d'administration par ces trucs-là, parce qu'on rencontrait les scientifiques. Et on avait dit expressément ça. Et ma collègue l'a redit au conseil d'administration. Donc, on n'a pas mis de l'huile sur le feu. On a annoncé qu'on enverrait une lettre, et on n'a pas voulu... Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le mouvement réformateur est quand même un petit peu isolé ? Je vous lis ce que dit Alexander De Croo, c'est dans une interview qui est publiée par le journal Le Vif sur son site internet aujourd'hui. Être intègre et impartial, ça n'a rien à voir avec le port du voile, ça n'a rien à voir avec la manière dont vous êtes habillé, et on ne peut pas se permettre un gaspillage de talent. Entre les libéraux francophones et les libéraux néerlandophones, on ne pense pas du tout la même chose. Non, je souscris à 100% à ce qu'il vient de dire, parce qu'effectivement, encore une fois, on n'a peut-être pas compris ma position. Lui, il dit effectivement que le port du voile n'est pas un problème pour aller travailler. Il ne parle pas ici de la fonction publique. En fait, à quoi ça sert d'avoir des universités et des hautes écoles si c'est pour avoir 10 ans plus tard les femmes au foyer les plus diplômées du monde ? Toujours Alexander De Croo. Mais moi, je suis un partisan à 100%, effectivement, de l'émancipation. Et le fait qu'on porte un voile ou pas n'est pas important pour moi. Pour moi, effectivement, c'est le potentiel. Mais c'est simplement que la stabilité, la paix sociale, la cohésion sociale ne peut fonctionner que si l'État est impartial. Des bourgmestres de grandes villes flamandes, libéraux, donc Bart Somers, Mathias de Klerk, donc Gand et Malines, ils ont autorisé le port du foulard dans leur administration communale. Ça veut quand même dire que les libéraux francophones et néerlandophones ne pensent pas la même chose, cette question. Sur ce point, effectivement, il y a sans doute... il y a effectivement assurément une divergence d'interprétation. Mais je crois que sur l'essentiel, on est tout à fait d'accord. Issa Nawash a démissionné, l'incident est clos ? En ce qui me concerne, oui, moi, l'incident est tout à fait clos, quoi, en fait. Et à titre humain, vous pourriez la saluer Oui, tout à fait. Enfin, je pense que de son côté, ça sera le cas aussi, parce que je crois que c'est une personne assez chaleureuse. Mais, enfin bon, peut-être qu'il faudra laisser un peu couler l'eau sous les ponts. Mais globalement, ici, ce problème-là est clos, mais je crois que le problème plus global, lui, il n'est pas clos. Et effectivement, ce à quoi j'assiste et ce que j'ai déplore, c'est une forme de résurgence du discours religieux qui prend diverses formes et qui ne vient pas spécialement, effectivement, du Moyen-Orient, mais qui vient aussi d'outre-Atlantique. Et c'est toute cette théorie du racisme systémique qui est repris par un certain nombre de mandataires d'écolo ou de PTB, qui lui me semble problématique. C'est l'idée qu'effectivement la Belgique serait raciste ou elle serait sexiste à la base. C'est pas du tout ce qu'on a dit ou ce qu'a dit Issa Nawash. On était quand même sur un cas particulier. Mais ici, effectivement, on se rend bien compte qu'au-delà de nos deux personnes, et on a toujours focalisé là-dessus, il y a effectivement un débat de société et qui n'a pas encore été tenu. Et ce racisme décolonial qui considère que systématiquement toute la Belgique est raciste, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux. C'est pas tout à fait le débat quand même, Corentin de Sales. Là, le débat, c'est quand même plutôt de savoir si on peut ou si on ne peut pas porter le foulard dans des fonctions de représentation ou d'autorité. Mais très rapidement, parce que c'est la fin de l'entretien. Oui, ce n'est pas le débat ici, mais c'est effectivement ça, c'est ce qui est en arrière-fond de ce débat. Et je crois que c'est ce qui le pousse de manière générale, puisqu'il y a effectivement cette tendance qui me semble assez dangereuse pour la paix sociale et qui est propagée. Enfin, moi, j'ai vu que c'était effectivement des propos qu'avaient tenus tant Raël Debo que Rajai Mawan dans un certain nombre de tweets par rapport à ça. Et donc, ici, je pense qu'effectivement, il faut être vigilant. On a entendu votre point de vue, en tout cas, et on vous a donné la possibilité de le défendre. Merci, Corentin. Je vous en remercie. Corentin de Sales, donc directeur scientifique du Centre Jean Gold, donc Centre d'études